Vous êtes sur Radio Gabon en direct du studio mobile du stade d'Angondjé où se déroulent les travaux du dialogue national inclusif. Depuis quelques jours, les sous-commissions ont amorcé la phase de rédaction des pré-rapports portant sur les préoccupations des Gabonais en respect du chronogramme établi par le Bureau du dialogue et de la méthodologie adoptée. Ainsi, nous allons aborder ce matin la question d'emploi avec pour invité Luc Ondias Souna. Il est bien commissaire dans dans ce pan, pasteur et commissaire, député en même temps de la transition. Bonjour. Bonjour. Alors, pour mener les discussions, je suis accompagné de Anita Jordana Tsumba. Anita, bonjour. Bonjour Achille, bonjour à tous. Voilà, mesdames, messieurs, le décor est planté. Vous êtes également en direct sur nos fréquences à travers le Gabon et sur Canal+, numéro 528, également sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. À l'entame, on le disait bien, l'emploi, l'actualité reste dominée par l'organisation du concours ou des concours d'entrée à l'ENA et les PCA, des milliers de jeunes pour seulement une centaine de places ont assiégé ces entités pour déposer leur dossier. De par la mobilisation, on comprend que le chômage bat son plein. Alors, commissaire Luc Ondias Souna, quelle analyse faites-vous de cette situation déjà? Écoutez, merci déjà pour l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Quelle analyse? Alors, nous avons pris les contributions des Gabonais au sein de la commission, les contributions qui ont été au nombre de plus de 2000. Plus de 2000, près de, je crois, 2051 contributions ont été faites sur le sujet de l'emploi. Et toutes ces contributions ont été synthétisées et ont été le socle de nos travaux. Elles ont été synthétisées en 10 propositions, en 10 thématiques, en 10 sujets. Le premier d'abord, c'est l'auto-emploi. Donc l'auto-emploi englobe à la fois les questions d'accompagnement, de financement, d'encadrement, amélioration du cadre des affaires, etc., l'accès au marché, etc. C'était la première préoccupation des Gabonais. La deuxième préoccupation, c'était l'accès à l'emploi. Les Gabonais ont identifié un certain nombre de freins à l'accès à l'emploi, que ce soit des freins liés à la compétence, à la qualification, à l'expérience demandée par les entreprises, que ce soit des freins liés au manque de préférence nationale, etc. Et puis, bien entendu, il y a eu également des contributions sur les conditions de travail, la sécurité de l'emploi, également des contributions sur la redynamisation du pôle national de promotion de l'emploi, qui est l'instrument principal de l'État sur les questions d'emploi. Donc, toutes ces questions ont été le socle de nos travaux. On s'est d'abord basé sur ça. Nous avons pris le temps de les étudier parce qu'on ne pouvait pas se lancer tout de suite dans des propositions de solutions si on n'avait pas pris le temps d'abord de bien analyser en profondeur la demande des Gabonais. Et nous-mêmes étant Gabonais et nous-mêmes ayant fait des contributions, donc on était en phase avec ceux qui étaient proposés. On a pris le temps d'analyser cela. On a énuméré énormément de causes et c'est sur la base de ces causes que nous avons euh, écrit l'ambition stratégique, sinon le rêve du Gabon que nous voulons, qui est le plein emploi pour tous les Gabonais. Je vous posais la question tout à l'heure de l'ENA et les PCA. Vous avez regardé dans la presse Oui. combien de Gabonais sont allés à casser même le portail pour espérer déposer son dossier. On comprend aisément que Oui. il y a quand même un souci. L'emploi, le chômage. Alors, j'ai vu les vidéos comme tout le monde et c'est triste. C'est triste d'en arriver là. Ça faisait ressortir un désespoir complet de la jeunesse, de gens qui sont prêts à tout pour pouvoir accéder à une expérience, à un emploi. Maintenant, là, on est à l'ENA, à l'EPCA, c'est pour entrer dans la fonction publique. Oui, bon, c'est d'abord au moins. C'est d'abord c'est d'abord vers là que beaucoup se dirigent. Maintenant, ce n'est pas
les seuls canaux de formation qui existent dans notre Nous allons pays. aborder le sujet. Voilà, ce n'est pas les seuls canaux. Maintenant, il va falloir que l'État se saisisse sérieusement de cette question. On a fait beaucoup de propositions en ce qui concerne l'orientation de la formation, parce que l'inadéquation en formation-emploi est l'une des principales causes du chômage dans notre pays. Exactement. Donc, ça a été l'un des principaux points de travail dans nos travaux. Mhm. Voilà. Alors, la politique de l'emploi dans toutes ses facettes, parlons-en. Enfin, tout à l'heure, vous avez évoqué l'auto-emploi. Mhm. Alors, dans vos réflexions, qu'est-ce qui se dégage? Alors, vous avez 3 types de profils. Vous avez les personnes qui décident de se diriger vers l'auto-emploi ou encore l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous avez les personnes qui ne travaillent pas et fatiguées de chercher du travail, décident de se lancer vers une activité génératrice de revenus, de créer son entreprise, etc. Donc là, il y a tout un tas de facteurs importants qui doivent être pris en compte pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Et puis, vous avez les personnes qui sont de vrais entrepreneurs, des personnes qui portent une vision, qui savent mettre en place un système d'affaires et qui peuvent devenir de véritables champions nationaux et créer de la richesse dans l'économie. Donc, le sujet de l'auto-emploi touche ces 2 types de personnes-là. Hein? Et les questions de financement, les questions d'accompagnement sont les principaux sujets de discussion qu'on a abordés. Donc, l'auto-emploi, il y a 2 pans. Il y a le volet culturel d'abord. Donc, l'un des freins à l'auto-emploi, c'est le volet culturel. On est tous habitués à la fonction publique. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. D'accord? Et beaucoup de Gabonais échouent dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne savent pas entreprendre. Hein? Bien entendu, il y a tous les freins autour du volet fiscal, le cadre des affaires, on n'accède pas facilement à la commande publique, etc. Bon, l'État fait des efforts. Récemment, on a eu l'attribution automatique systématique des marchés de moins de 150 millions maintenant aux entreprises gabonaises. Donc ça, ce sont des mesures très très fortes. Ça, c'est hier. Enfin, aujourd'hui, on va Ça, dire. c'est aujourd'hui, voilà. Hier, c'était difficile quand même. Mais oui, c'était difficile. Et aujourd'hui, justement, les autorités ayant pris conscience de ces aspects-là, justement, commencent à poser des actes forts. Hein? Maintenant, le financement reste un frein majeur. Donc, on a fait des propositions très, très fortes là-dessus. C'est vrai qu'on a tout récemment une annonce qui a été faite, la mise en place d'une banque nationale de l'entrepreneuriat, mais il existe déjà des instruments tels que le fonds Okume Capital. On nous a dit que il y avait 25 milliards dessus, mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu 25 milliards sortir de ce fonds-là. Il est toujours là, mais on ne le voit pas accompagner sérieusement les entrepreneurs. Les banques commerciales, on a parlé longuement dans nos échanges des banques commerciales. Les banques, leur rôle, c'est d'accompagner l'économie. Oui, et pas juste de récupérer l'argent des épargnants. Mais il y a aussi quand même un problème, le taux. Il y a les taux d'emprunt qui est quand bien même, entendu, on a fait une proposition dans ce sens-là de manière à ce que un entrepreneur ou auto-entrepreneur ait accès à des taux préférentiels, en tout cas les nationaux, aient accès à des taux préférentiels. Donc, on a beaucoup échangé sur les mécanismes qui allaient encadrer ça parce que, bon, les banques, elles sont là, elles entendent souvent ces discours, mais vous pouvez pas les forcer à donner leur argent. Donc, il va falloir trouver des mesures incitatives pour que les banques aussi rentrent dans la danse pour soutenir l'entrepreneuriat local. Anita? Oui, alors, Monsieur Ondiès, les contributeurs estiment que le chômage est important au Gabon. C'est un fait. Ils parlent de près de 38% de chômeurs en 2021 du fait d'une absence réelle d'une politique d'emploi. Donc, à ce sujet, plusieurs mécanismes ont notamment été proposés. Vous avez effleuré quelques-uns, parmi lesquels donc la promotion de l'auto-emploi dont on parle. Mais est-ce que finalement, cet auto-emploi, c'est dans quel secteur lorsqu'on sait que certes, il y a des projets qui ont été menés, notamment récemment, on a parlé le projet Un taxi pour tous, qui n'a pas apporté véritablement des fruits. Pour quel secteur finalement donc l'auto-emploi? Alors, quand on parle des secteurs vers lesquels les Gabonais se dirigent quand ils veulent entreprendre, quand ils veulent mettre en place des activités commerciales génératrices de revenus,
le discours de la nationalisation revient toujours sur la table. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date ce discours. Il existe aujourd'hui des textes dans notre pays en ce qui concerne la nationalisation, c'est-à-dire la réservation exclusive de certains pans de notre économie qu'aux Gabonais. Malheureusement, l'un des gros freins à l'emploi et à la prospérité dans l'entrepreneuriat, c'est la non-application des textes. Notre pays aujourd'hui a beaucoup de textes qui sont de très bons textes, mais on est tellement négligent, on a été tellement négligent ces 30 dernières années, des parlementaires se battent pour faire passer des textes. Il y a des décrets d'application, mais ils sont complètement ignorés. Il y a par exemple des pans de notre économie où il n'y a quasiment que des étrangers. On va parler, Voilà, que par des exemple, étrangers, des transports urbains. alors que ce sont des pans d'économie qui sont exclusivement réservés qu'aux Gabonais. Comment ça se fait? Parce qu'il y a eu de la négligence, sinon du favoritisme, etc., ou d'une ignorance volontaire des textes. Voilà, donc la nationalisation, la réservation exclusive de certains pans de l'économie aux nationaux, si on est rigoureux, eh bien, on pourra déjà régler beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'auto-emploi. Maintenant, l'auto-emploi n'est pas la seule raison à l'emploi. On va rester sur cette question d'auto-emploi. Je demandais tout à l'heure dans quel secteur est-ce que les Gabonais, on va les diriger vers Alors, l'agriculture, vers les transports urbains, justement, dans quel secteur? alors il y a un arrêté qui est l'arrêté numéro 634 je me rappelle plus des lettres, du 21 juillet 1991. Donc cet arrêté a été mis sur la table. On s'est penché là-dessus. Nous avons même proposé de le transformer en loi afin que les dispositions de cet arrêté soient beaucoup plus contraignantes. Donc les secteurs qui sont cités dans cet arrêté, il faut savoir en parenthèse qu'on a proposé également d'élargir le champ d'action de ce texte-là. On a les épiceries, on a les briqueteries, on a les salons de coiffure, on a tout ce qui est taxi, auto-école. Tout ce qui est petit métier, en fait. Tout ce Pardon? qui est petit métier. Bah, gérer une auto-école, c'est pas un petit métier. Gérer une épicerie, c'est pas un petit métier. Mais quand vous voyez aujourd'hui les épiceries dans nos quartiers, ces épiceries sont essentiellement tenues par des étrangers. Je ne dis pas qu'on a quoi que ce soit contre les étrangers, mais il y a des pans d'activité comme cela où les Gabonais doivent avoir la primeur. Une certaine souveraineté. Voilà, une certaine souveraineté. Voilà, on a le domaine agricole. On a fait des propositions très très fortes sur le secteur agricole de manière à ce que aujourd'hui l'accès à une terre agricole dans un but économique soit exclusivement réservé aux nationaux. Voilà, ce sont des décisions fortes qu'on a prises. Hein. Donc, je laisserai le bureau du dialogue national communiquer sur toutes les mesures qu'on a prises. Mais aujourd'hui, il existe des textes qui réservent exclusivement l'accès à certains secteurs aux nationaux et on a mis en place, en tout cas, on a proposé des solutions pour que ces textes soient une bonne fois pour toutes appliqués. Donc, vous voulez encadrer tout ce qui est activité, on va dire, toutes les activités que vous avez énumérées tout à l'heure. Il faut encadrer juridiquement pour qu'il y ait de la force. Elles sont déjà encadrées puisqu'il existe des textes. Mais vous avez dit vous avez soulevé tout à l'heure la question de l'arrêté qu'il faut transformer en loi. Voilà, donc le but, si des textes qui sont des textes d'application ne sont pas respectés, il faut trouver des solutions pour les faire appliquer. Donc les solutions elles sont multiples, mais par exemple transformer un texte en loi, c'est un moyen de le rendre contraignant. Hein? Une personne quand elle sait qu'elle ne respecte pas un texte, automatiquement elle sait qu'elle est hors la loi. Voilà. Maintenant après, bien entendu, il y a des moyens de contrôle. Il existe des entités qui sont là pour contrôler toutes ces choses-là, à elles aussi de jouer leur rôle. Et je pense qu'avec toutes les mesures qu'on a prises, les choses changeront. Alors, on parle aussi, parce que tout à l'heure, vous avez vous-même évoqué la question de l'adéquation formation-emploi. Quels sont les secteurs, selon vous, qui peuvent figurer finalement dans le cadre de la formation, notamment dans nos centres, les centres d'enseignement technique et professionnel qui sont construits dans le pays? Alors, il y a deux systèmes. On a le système général et on a le système technique et professionnel. Hein? Maintenant, quand on regarde le ratio, la plupart des établissements sur le territoire national qui proposent l'éducation, la formation sont dans le système général. On parle aujourd'hui d'un pourcentage de seulement 8% d'établissements à caractère professionnel.
quels sont les secteurs, quels sont les cursus vers lesquels il faut diriger nos enfants? Il faut diriger nos enfants vers les cursus techniques, scientifiques. Techniques et scientifiques. Aujourd'hui, l'économie est réelle. Les entreprises ont besoin d'experts. Hein. Mhm. On reconnaît tous les bienfaits du système général. Il y a des nations qui s'en sortent très bien avec les deux systèmes. Hein. Donc, il n'y a pas que, il y a de très bonnes choses dans le système général. Les enfants, il y a des enfants qui réussissent très bien dans le système général. Mais aujourd'hui, on a non seulement beaucoup de nos enfants qui n'arrivent pas, n'arrivent pas à s'adapter au système général et qui s'en sortiraient beaucoup mieux vers le système professionnel et technique. Et d'autre part, les entreprises en face ont besoin de profils techniques. D'accord? Les secteurs, vous avez déjà les secteurs tels que le numérique. Mhm. Moi-même, je suis un spécialiste du numérique. Aujourd'hui, on a besoin de développeurs web. On a besoin d'experts en cybersécurité. On a besoin d'experts dans le domaine de l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative avec les chats GPT. Ça, là, ça va nous rattraper parce que le monde devient de plus en plus connecté. On a besoin d'experts dans le domaine des mines. Hein? On a besoin d'experts dans le domaine dans tout type de sciences. Hein? On a besoin de gens dans le domaine agroalimentaire. Voilà. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup de domaines dans lesquels beaucoup d'entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent pas recruter les nationaux, c'est qu'elles ne trouvent pas la compétence au niveau local. Même si vous dites préférence nationale, gabonisation de l'emploi, malheureusement, il y en a qui voudront jouer le jeu et ils vont dire, mais voilà, en face, on ne trouve personne. Donc, on va devoir recruter un étranger. Vous voyez? Je reprends un mot, justement, l'emploi des étrangers. Mais comment expliquer, lorsque vous prenez le secteur pétrolier, par exemple, Mhm, vous allez constater que même un herboriste est étranger, mhm. alors qu'il y a bien des nationaux qui peuvent euh, exercer ce type de métier. Alors, je suis pas un spécialiste du secteur pétrolier, mais je sais que dans les Mais travaux, il on s'agit avait de... des personnes qui Mm. étaient du domaine et qui, justement, quand on avait des commissaires qui étaient du domaine et qui, bien entendu, saluaient l'initiative de favoriser, mais nous disaient clairement que on va avoir du mal parce que il y a des métiers dans le secteur pétrolier où c'est compliqué de trouver la compétence locale. Donc, comment est-ce qu'on règle le problème? Bah, il y a déjà le domaine de la formation, il y a le domaine on peut recruter quelqu'un qui est un étranger, mais s'assurer qu'il y ait un transfert de compétences pendant un certain temps. C'est un fait. C'est un fait, voilà. Donc, on a réfléchi sur des pistes de solutions comme ça, de manière à ce que, au sortir je sais pas moi, au sortir du contrat, l'entreprise ne se retrouve pas obligée à recruter le profil étranger au détriment du profil gabonais. Alors que si on a préparé un gabonais pendant 2 ans, 3 ans pour pouvoir le remplacer, ben là, ce sera beaucoup plus simple pour l'entreprise. Est-ce que... Mhm. Allez-y, allez-y. Donc, on a réfléchi sur ces pistes de solutions là, on a mis en place des mécanismes comme ça. Mécanisme contraignant ou bien juste... Je ne veux pas utiliser le mot contraignant. Je ne veux pas utiliser le mot contraignant parce que c'est un partenariat que le gouvernement va avoir avec les entreprises. D'accord? Donc, le gouvernement n'est pas là pour contraindre les entreprises. Est-ce que derrière, on ne va pas modifier le code du travail parce que tout est inscrit quand même, hein? Voilà. Donc, il y a des mesures qui ont été adoptées, il y a des conclusions qui ont été prises lors de nos travaux et qui impactent le code du travail. On n'a pas du tout réécrit le code du travail. Donc, je rassure tout le monde, on n'a Donc, pas quelques du tout dispositions qui proposé, peuvent être mais il y a revues. des dispositions qui seront très certainement revues afin d'être adaptées aux conclusions que nous avons prises. Donc, ça, on laisse les experts du code du travail s'en charger. Je vais revenir un petit peu sur cette question de l'auto-emploi. Donc, investir demande, c'est aussi d'avoir les moyens, j'ai envie de dire. Et les banques sont indexées au regard des propositions qui sont faites. Les banques sont indexées. On entend qu'elles ne prêtent pas, pourtant, elles sont en surliquidité. Alors, comment déjà expliquer ce paradoxe? Vous avez de l'argent, il y a des personnes qui en ont besoin, mais vous n'en donnez pas, vous ne prêtez pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bah, écoutez, moi-même, je suis un entrepreneur et moi-même, j'ai eu des refus de banque pour m'accompagner dans certaines de mes activités. Euh, les banques ont de l'argent et je dirais que c'est culturel. C'est culturel. Les banques sont dans nos pays. Elles ont un rôle, oui, de s'assurer de la bancarisation des citoyens,
mais elles doivent aussi participer au développement de l'économie. Et comment est-ce qu'on participe au développement de l'économie? Eh bien, c'est en faisant la promotion des PME, en soutenant les PME. Donc, le soutien aux PME, on le fait comment? Ben, en leur donnant de l'argent. Hein? Et qui a de l'argent? Ce sont les banques. C'est pas l'État qui a l'argent, ce sont les banques. Donc, il faut que les banques comprennent que aujourd'hui, si elles se font indexer, c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur parce que qu'on le veuille ou non, une banque, elle est gagnante à la fin. Maintenant, les banques aussi évoquent aussi des raisons pour lesquelles elles ne prêtent pas. Parce que pour avoir échangé avec beaucoup de banquiers me disent, non, nous, c'est pas qu'on prête pas de l'argent. On prête de l'argent à plusieurs personnes qui viennent, qui présentent des plans d'affaires, des business plans qui sont convenables, et puis on prête, on accompagne. Donc, les banques ne sont pas fermées à prêter de l'argent. D'accord? D'une part, il faut que les banques peut-être s'investissent un peu plus dans l'accompagnement des entrepreneurs. Pour cela, il faut qu'elles aient des garanties sûres. Elles sont frileuses alors. Elles sont très frileuses, mais c'est normal. La banque, quand elle prête, elle prend un risque. Elle prend un risque. Aujourd'hui, on a beaucoup de Gabonais à qui les banques ont prêté de l'argent et ils n'ont jamais remboursé. Donc, on a aussi un problème aussi dans le rapport avec l'argent, nous les Gabonais. Il va falloir aussi qu'on change ça. Il y a eu des expériences dans le passé, des événements où de l'argent avait été débloqué pour beaucoup de Gabonais. Et puis, une fois qu'ils avaient l'argent entre les mains, ils l'ont dépensé. Et les banques, naturellement, ça les refroidit. Donc, les banques, oui, les indexer parce elles ne jouent pas toujours le jeu, mais il faut aussi en même temps les rassurer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un partenariat. Est-ce que derrière, le gouvernement ne peut pas mettre en place une suprastructure qui prendrait, elle, le risque d'accompagner les petits promoteurs? Elle s'érigerait en fait en garant devant les banques et cette structure s'occuperait ou financerait les PME. Une sorte de banque de l'entrepreneuriat, on va l'appeler comme ça. Comme c'est en train d'être mis en place par le président de la transition qui l'a annoncé le 31 décembre, la banque de l'entrepreneuriat des jeunes. Maintenant, je sais que c'est le ministre de l'économie qui est en charge du projet. Je sais qu'il y a en ce moment des pourparlers, des négociations avec les personnes qui vont alimenter ce fonds. Donc on laisse le gouvernement annoncer ce qui va être fait sur ce sujet-là, mais au-delà de la mise en place de ce fonds, il existe le fonds Okume Capital, il y a les partenariats publics-privés, il y a les organismes internationaux, donc il y a beaucoup de mécanismes de financement qui existent déjà. Donc on ne va pas les ignorer pour essayer de créer quelque chose encore de tout nouveau. Donc il faut simplement utiliser ce que nous avons déjà, améliorer la gestion et favoriser le soutien aux entrepreneurs et aux PME. Est-ce que ces canaux sont accessibles à tout le monde? Okume Capital, que vous dites par exemple. Justement, l'accès justement à ces fonds aussi doit être revu. Parce que quand vous demandez, alors, vous avez les entrepreneurs qui veulent emprunter beaucoup d'argent, par exemple, quelqu'un qui vient, il va emprunter 50 millions, 100 millions. C'est très différent d'un commerçant qui est dans une localité qui a besoin de 500 000 ou d'1 million pour commencer son activité. C'est très différent, c'est pas le même registre. D'accord? Donc, dans les pistes de solutions qu'on a étudiées lors de nos travaux, on a par exemple parlé des mécanismes qui existent en ce moment au ministère des PME pour la gestion des AGR, par exemple. D'accord, donc il a été proposé par exemple que la gestion de ces fonds soit décentralisée au sein des localités, par exemple. Vous voyez? Donc ce genre de choses, par exemple, aujourd'hui dans les localités, dans les collectivités, les mairies, les départements peuvent s'occuper de la question de l'accompagnement aux commerçants et aux entrepreneurs. Ils ont besoin de fonds pour accompagner ces personnes-là. Donc on a proposé des mécanismes pour que l'argent disponible, l'argent entre les mains du gouvernement soit décentralisé. On sait que la loi sur la décentralisation aussi a fait l'objet d'une commission ici. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez en Europe, des pays comme la France ou autres, le soutien aux PME locales, le financement est décentralisé à beaucoup de niveaux. Mais ça n'existe pas chez nous. Donc, un maire peut très bien, ou un président de département peut très bien avoir un fonds à sa disposition pour soutenir les commerçants. Hein, l'enfant qui a besoin de 1 million pour démarrer sa cordonnerie, vous n'allez pas lui demander de faire un plan d'affaires et d'aller déposer ça au Okume Capital. Il va te regarder, il va dire, mais est-ce que tu es sérieux? Tu vois, donc, il faut des personnes au niveau local, dans les collectivités, qui sont au plus près des citoyens, et il faut leur mettre à disposition des moyens pour accompagner ces profils-là. Voilà. Mais
là se pose quand même un problème de mentalité. On sait bien que le gouvernement euh, d'alors, hein, ou je veux dire le gouvernement d'hier, ou encore les gouvernements précédents avaient mis en place des fonds pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais malheureusement, l'argent est allé dans la nature. Est-ce que ce n'est pas aussi toutes ces expériences qui font que beaucoup ne fassent pas confiance à financer les PME qui ont du mal d'ailleurs à rembourser? Alors, si on doit revenir sur le sujet de la corruption, etc., on n'a Oui, pas mais fini. ça fait partie. Mais, on ne peut pas dire que dans le passé, rien n'a été fait. On peut pas dire ça. Il Non, y a eu, c'est pas ce que je dis. voilà, il y a Je eu dis des juste que événements, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites en faveur de l'entrepreneuriat. Il y a eu de l'argent qui a été débloqué. Oui, beaucoup de détournements qui ont été faits, mais il y a eu des choses. L'un des premiers points que l'on a proposé en ce qui concerne l'auto-emploi, c'est la culture entrepreneuriale. Mhm. Il va falloir qu'on ajuste notre mindset, notre mentalité. Hein. Quand on parle d'auto-emploi et d'entrepreneuriat, c'est tout un état d'esprit. C'est parce que moi, j'entends beaucoup les jeunes dire oui, on n'est pas soutenu dans l'entrepreneuriat, on n'est pas soutenu dans l'auto-emploi, vous voulez qu'on aille comment on n'a pas d'argent, etc. On se bat maintenant pour libérer les financements. Mais il va falloir aussi que les Gabonais qui nous écoutent comprennent que euh, si tu ne travailles pas aujourd'hui, ça fait 2 ans, 3 ans que tu cherches du travail et tu décides de monter toi-même ta propre activité, de te mettre à ton propre compte. Il faut que tu comprennes que c'est un état d'esprit. Il va falloir que tu t'imposes une discipline, il faut que tu aies une vraie vision, il faut que tu aies un vrai projet. C'est pas tu restes assis là à la maison, tu ne fais rien et puis tu te dis l'entreprise va se développer comme ça et puis donnez-moi seulement l'argent. Non, tenir une entreprise, la développer. Vous savez, créer une entreprise, c'est pas difficile. Tu vas à la NPI, tu fais ta fiche circuit, 48 heures, vous l'avez c'est dit. fini, tu l'as. Mais maintenant, il faut développer l'activité. Il faut chercher des clients. Il faut savoir vendre ton produit. Faut faire la promotion. Il faut communiquer. Il y a toute la science des réseaux sociaux aujourd'hui qui est là. Donc, c'est tout un pataquès de choses qui concernent ton entreprise que tu dois maîtriser. Un entrepreneur, quelqu'un qui est à la tête de son commerce, par exemple, il faut aller chercher les clients, il faut faire du marketing, faut créer ton logo, faut convaincre, etc., etc. Donc, c'est toute une science et dans nos solutions, on a proposé aussi, justement, l'enseignement de certains aspects de l'entrepreneuriat aux enfants qui vont à l'école. On a dit clairement que devenir entrepreneur ne s'apprend pas à l'école. Ça, c'est clair. D'accord? Mais dans les cursus universitaires, dans les cursus scolaires, on peut aborder certains sujets qui touchent à l'entrepreneuriat, au leadership, à la gestion d'entreprise, etc. Par exemple, dans la formation professionnelle. On a beaucoup de jeunes, ils se font former dans les centres de formation et après on les met comme ça sur le marché, débrouillez-vous. Donc tu as des jeunes qui cherchent du travail, en trouvent ou en trouvent pas, et tu en as d'autres qui veulent par exemple monter leur propre atelier, etc. Même quelqu'un qui décide de monter sa propre menuiserie. C'est du business. Ça veut dire il faut d'abord des mentors, il faut qu'ils soient coachés pour Il peut-être. faut du coaching, il faut des enseignements. On a proposé d'insérer dans les programmes de formation au sein des centres de formation des modules qui concernent la gestion d'une entreprise, ce qui est inexistant dans nos centres de formation. Non, il y a quand même quelques Donc, il y a des choses qui existent. Libreville, l'IST forme Oui, bien dans voilà, la gestion autant pour moi. Il existe des choses, mais il va falloir renforcer ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sortent de ces centres de formation et qui peuvent se diriger vers l'auto-emploi et créer leur propre structure. C'est ce qu'on veut. Mais est-ce que là aussi, quel rôle doit jouer le pôle national de la promotion de l'emploi? Alors, dans les propositions qui ont été faites par les Gabonais, il y a eu un point majeur qui est la redynamisation du pôle national de promotion de l'emploi. Le PNPE est le principal instrument de l'État pour accompagner dans l'emploi et l'auto-emploi, mais surtout l'emploi. Et on trouve qu'il n'est pas assez dynamique, pas assez performant. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les précédentes directions générales. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites, ça c'est clair, il faut le dire. Mais les Gabonais estiment que si le PNPE était si performant que ça, on n'aurait pas autant de problèmes en ce qui concerne l'emploi. Donc il faut le revoir, il faut le réformer complètement. Quelles sont les limites de ce PNP, enfin, Pôle national de l'emploi? Alors, je ne voudrais pas parler à la place du directeur général du PNPE, mais de vos travaux en commission, vous avez certainement abordé les limites pour pouvoir Proposer évoluer des sur les solutions. propositions. oui, on a proposé par exemple la mise à disposition de la base de données du PNPE pour les entreprises. Les entreprises, par exemple, qui recrutent, elles font savoir
au PNPE que je cherche tel profil, et puis le PNPE communique ça avec de l'affichage, ils ont une base de données, ils invitent les gens, voilà, voilà. Mais il faut donner accès. C'est-à-dire une entreprise peut avoir accès d'elle-même à la base de données du PNPE. Et Pour elle, directement consulter le profil elle n'est recherché. pas obligée de se soumettre à la personne que le PNPE lui propose. Mm. Hein, aujourd'hui, les entreprises, quand elles recrutent, elles vont sur LinkedIn avec les nouvelles technologies. Donc, elles ont plus le temps aujourd'hui. Elles veulent aller vite. Donc, on peut mettre en place la mise à disposition de cette base de données aux entreprises. On peut améliorer le partenariat entre le PNPE et les entreprises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, des forums, des salons, il y a beaucoup de choses où les entreprises sont là et elles ont besoin d'avoir accès à cette base de données-là. On a les gens qui sont de la diaspora. Quelqu'un qui est à la diaspora, il n'est pas au Gabon, mais il cherche du travail au Gabon. Beaucoup ne sont pas inscrits au PNPE. Quand une entreprise veut recruter un Gabonais, peut-être qu'il se trouve aux États-Unis, il faut que ce Gabonais soit répertorié dans la base de données du PNPE. Donc, Hein? ça veut dire qu'il faut disponibiliser. Il faut rendre disponible la base de données du PNPE aux entreprises. Et la place de la Chambre de commerce dans ce processus de développement de l'emploi au Gabon. Est-ce que la Chambre de commerce a une place Elle a une place au ce majeure. processus? Elle a une place majeure, justement. Ça a été un gros sujet en ce qui concerne l'encadrement des entreprises. La Chambre de commerce, quand on regarde ces textes à la création, elle a un rôle de fédérateur. C'est elle qui doit fédérer, c'est elle en fait, la Chambre de commerce dans un pays, c'est la porte d'entrée pour les entreprises qui veulent connecter avec une nation. Aujourd'hui, quand on regarde comment les choses ont évolué depuis sa création, elle a été dépouillée de beaucoup de ses prérogatives en faveur d'autres entités. La NPI, aujourd'hui, on dit la FEG ne remplace pas la Chambre de commerce. La FEG aussi a son rôle à jouer. D'accord? Mais quand on parle de réseautage des entreprises, la FEG joue aujourd'hui un rôle beaucoup plus important que la Chambre de commerce. Alors que ça devait être l'inverse. Alors que ça doit être l'inverse. D'accord? Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, vous avez quasiment obligation d'aller vous inscrire à la Chambre de commerce. Donc, on a proposé des solutions pour améliorer le rôle de la Chambre de commerce à différents niveaux, que ce soit vulgariser les services qu'elle propose, sa communication, etc. De manière à ce que l'ANPI joue son rôle. L'ANPI, elle est le guichet unique. Elle fait la promotion des investissements à l'extérieur afin d'attirer davantage d'investisseurs. La Chambre de commerce peut jouer ce rôle d'encadrement et d'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs et tous les services qu'elle propose. Des entités comme la FEG sont aussi importantes et elles ont aussi un rôle aussi à jouer. Donc, il faut juste que chacun sache dans la stratégie entrepreneuriale et économique du pays, il faut que chacun soit à sa place. Donc, on a beaucoup discuté de la Chambre de commerce, on a proposé de lui redonner vraiment son rôle et toutes ses lettres de noblesse. Et le but, c'est que aujourd'hui, on ait un vrai instrument de Chambre de commerce dans notre pays. On veut comprendre clairement quel rôle devrait jouer le pôle national de la promotion de l'emploi, quel rôle pour la Chambre de commerce, pour que les auditeurs comprennent mieux. Le pôle national de promotion de l'emploi, c'est l'instrument de l'État pour accompagner les personnes en recherche d'emploi. Son rôle, sa mission se limite à ça. Donc, il propose des services tels que déjà t'inscrire, être répertorié dans leur base de données, rédaction de CV, dénicher des entretiens, t'accompagner dans ton embauche, etc. Et une fois que tu es recruté, embauché, on te sort des livres du PNPE. En tout cas, peut-être qu'on créerait juste les personnes qui ont trouvé un travail. Voilà. Donc, justement, dans l'une des propositions que l'on a faites, on a proposé d'avoir un meilleur suivi des statistiques du PNPE, d'accord, afin qu'on sache qui travaille et qui ne travaille pas. Et justement, quand on parle de 34% de taux de chômage, etc., il faut vraiment qu'on s'assure que ce chiffre, il est juste. D'accord? Peut-être qu'il est même plus important voilà. Donc, le PNPE accompagne les gens dans la recherche d'emploi. La Chambre de commerce, elle est la porte d'entrée des affaires dans notre pays. Elle a un rôle elle a un rôle fédérateur des entreprises. Elle propose aussi des services d'accompagnement aux entreprises. Elle peut proposer des formations. Elle peut proposer des mises en relation. Elle peut proposer beaucoup de choses. Voilà. Donc, et la Fédération des entreprises du Gabon, elle a aussi tout son sens dans la gestion des entreprises au Gabon. La FEG aujourd'hui,
le premier bénéfice qu'on a quand on rentre à la FEG, c'est le réseau. C'est le réseau. On rentre dans un réseau. Vous ne pouvez pas faire des affaires dans un pays sans être dans les réseaux. Voilà. Donc, tous ceux qui s'intéressent à l'auto-emploi et aux affaires doivent comprendre qu'il faut intégrer les réseaux parce que c'est dans les réseaux que vous connectez avec d'autres personnes, que vous décrochez des marchés. Il y a beaucoup de choses qu'on bénéficie dans les réseaux. Donc, la FEG aujourd'hui, son premier avantage, c'est le réseau. D'accord? Mais maintenant, la FEG aussi propose aussi d'autres choses. Et bon, je laisserai les responsables de la FEG venir en parler. Mais si la FEG est là où elle est aujourd'hui, la FEG travaille aussi avec beaucoup d'autres entités, avec même des entités diplomatiques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette entité-là. Et c'est une très bonne chose. Mais beaucoup d'entrepreneurs soulèvent quand même une question, hein, pour ceux qui sont dans l'import-export. Ils évoquent un problème, celui de ne pas être accompagné par l'État lorsqu'il faut rentrer le matériel, notamment ce qu'on appelle abattement. Alors, le volet fiscal, justement, est un volet qui a été abordé. Il faut favoriser la fiscalité des entreprises commerciales qui, pour beaucoup, exportent des produits de l'extérieur, importent des produits de l'extérieur. Il faut vraiment que l'on soutienne nos PME nationales afin de leur permettre de se développer. On ne peut pas mettre au même niveau une PME nationale et une PME étrangère. On ne peut pas les mettre au même niveau. Il faut qu'on arrive à instaurer un esprit de patriotisme économique dans notre pays. Il faut qu'on favorise le Made in Gabon. On ne bâtit pas un pays avec les investissements étrangers. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est pas les entreprises étrangères qui vont venir construire notre pays. C'est nous les nationaux, c'est nous les chefs d'entreprise gabonais qui allons construire notre pays. Une entreprise étrangère, elle vient, elle fait son profit. Pour beaucoup, même après, les capitaux sortent du pays, repartent à l'étranger. Et vous ne pouvez pas le lui reprocher. Elle n'est pas venue ici pour développer votre pays. Elle est venue ici pour faire de l'argent. D'accord? Mais nous qui aimons notre pays, eh bien, on doit développer notre pays. Maintenant, le gouvernement qui est responsable de l'amélioration du cadre des affaires doit aider. Maintenant, je sais qu'il existe déjà beaucoup de mesures en faveur des entreprises nationales, mais nous, dans notre commission, on a proposé, eh bien, d'augmenter ces mesures. Il faut aider les entrepreneurs et les chefs d'entreprise gabonais. Il faut non seulement leur donner accès au marché, beaucoup plus facilement que les entreprises étrangères. Il faut les aider davantage au niveau de la fiscalité. On a proposé justement, surtout pour les petits entrepreneurs, la création d'un statut spécial pour les petits entrepreneurs. D'accord? Il existe aujourd'hui des statuts tels que le statut auto-entrepreneur, des statuts qui sont accessibles gratuitement, qui te permettent d'avoir beaucoup d'exonération fiscale au début quand tu commences, afin de ne pas être alourdi. Dans notre pays, au Gabon, les chefs d'entreprise, beaucoup souffrent à cause de la fiscalité. Hein? Quand tu commences à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, on commence à te charger sérieusement et voilà. Ça décourage tous ceux qui se lancent. C'est pas que ça décourage, mais quand un entrepreneur veut se développer, vous savez, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, il a beaucoup de charges autour de lui. Il se doit de payer ses impôts, ça c'est clair. D'accord? Il se doit vraiment de payer ses impôts. Mais il faut que il y a ce partenariat là avec l'État. Donc l'État aussi accompagne, il n'y a pas que les banques et autres, l'État aussi accompagne aussi ces entrepreneurs nationaux. D'accord? Donc le volet fiscal dans les échanges est beaucoup revenu et il y a déjà des mesures qui existent en faveur des nationaux et il a été proposé davantage de créer plus de mesures en leur faveur. Voilà. Après maintenant, on laissera les impôts entendre notre cri, regarder de près les conclusions du dialogue et après les techniciens verront ce qu'ils peuvent faire. Excusez-moi, vous plaidez pour une baisse du taux? Je ne plaide pour rien sur votre antenne. Vous êtes entrepreneur, peut-être je ne plaide pour rien. Je ne plaide pour rien. Monsieur Ondias, une autre frange de la population dont on ne parle peut-être pas assez souvent, les personnes vivant avec un handicap. Alors, l'emploi de cette frange de la population, est-ce que la question a été abordée au cours de vos échanges? Dans la question sur le pan accès à l'emploi, oui. Sur le pan accès à l'emploi. Sur la question de l'auto-emploi, on n'a pas abordé l'aspect des personnes vivant avec un handicap. Ce sont des Gabonais comme tout autre
Et même une personne vivant avec un handicap qui veut entreprendre, elle a les mêmes droits qu'un Gabonais normal. Maintenant, sur les questions d'accès à l'emploi, il y a des demandes faites par ces personnes-là, que des dispositions soient mises en place pour leur faciliter un certain nombre de choses, parce qu'il y a les conditions de travail qui les concernent. Ces personnes demandent que les textes les concernant soient appliqués, l'accès aux locaux administratifs, Il s'agit des rampes d'accès, c'est ça? voilà, toutes ces choses-là, il existe beaucoup de demandes que les personnes vivant avec un handicap estiment insatisfaites. Donc, ces questions-là ont été abordées. On n'a pas passé énormément de temps là-dessus, mais les questions ont été abordées. Après, les personnes qui qui ont géré la sous-commission sur la fonction publique ont touché ce volet-là. Euh, sur les conditions de travail, on a touché beaucoup le point concernant les inspecteurs de travail. Cette question a été une grosse question dans nos travaux. Donc, améliorer le travail, enfin, soutenir le travail des inspecteurs de travail, renforcer leur statut, leur donner les moyens qu'il faut pour qu'ils fassent correctement leur travail et qu'ils veillent justement à ce que toutes les dispositions concernant ces personnes et d'autres types de profils dans les entreprises soient respectées. Voilà, donc tous ces sujets ont été touchés dans nos échanges. Mais beaucoup disent que les inspecteurs du travail enfin, je veux dire, sont parfois corrompus en termes de facilitation d'accès à l'emploi. Oui, ça a été un long sujet. On a échangé sur ça pendant tous nos travaux. Et alors, quelqu'un disait lors de nos travaux, comment vous voulez qu'un inspecteur du travail fasse correctement son travail lorsque vous ne lui donnez pas les moyens de l'efficacité de son travail? Par exemple, il doit se déplacer pour aller enquêter dans une entreprise. C'est l'entrepreneur qui va lui envoyer la voiture. Déjà là, il y a un problème déjà. Quand il arrive, il n'a même pas le moyen de parler. Voilà. Il n'est plus objectif dans Il son n'est plus travail. objectif dans son travail. Donc, il faut donner les moyens de manière à ce que l'inspecteur du travail Soit indépendant. soit totalement indépendant, soit capable même de fermer l'entreprise s'il le souhaite, parce que l'entreprise ne respecte pas la loi. Voilà, il faut qu'on renforce le statut des inspecteurs du travail, qu'on les rende forts, de manière à ce que quand il arrive quelque part, il est respecté. Il doit être craint, comme on le voit dans d'autres pays. L'inspecteur du travail, c'est pas n'importe qui. C'est le représentant de la loi, ils ont prêté serment, et quand il arrive quelque part, le chef d'entreprise, il s'assoit et il écoute. Voilà, donc c'est pas quelqu'un que tu peux corrompre comme ça. Voilà, donc c'est vrai que le discours de la corruption revient souvent, d'accord, mais il y a des raisons à ça derrière. Donc l'État doit justement pallier à tout ça pour protéger ses agents. Hein? Donc la question a été mise sur la table, on a fait des propositions, mais ça a été un gros sujet d'échange et il y a eu de belles propositions qui ont été faites, ça je vous assure. Parmi lesquelles, peut-être une ou deux. En tout cas, le statut de l'inspecteur du travail sera maintenant renforcé. Donc, on a beaucoup abordé le sujet justement de cet aspect de corruption, etc. Donc, des propositions concrètes ont été faites dans ce sens-là pour renforcer leur travail, les rendre davantage indépendants et qu'on n'entende plus parler de corruption des inspecteurs de travail. Voilà, parce que c'est un discours qui plaît pas. Ceux qui exercent cette profession sont frustrés quand ils entendent ça, se sentent même parfois insultés. Et il faut qu'on arrête avec ça. Nos inspecteurs de travail font un travail qui est très noble, qui doit être respecté et il faut qu'on arrête avec ce discours-là que les inspecteurs de travail sont corrompus, etc. Donc il faut leur donner les moyens et que l'État entende les résultats de nos travaux et mettre à l'honneur les inspecteurs du travail. Monsieur Ndunda, Monsieur Ondias, excusez-moi, Monsieur Ondias. Alors, tout à l'heure, en amont, vous avez dit que le coût du travail sera touché en ce qui concerne certains aspects. Alors, qu'est-ce qui est dit, sinon qu'est-ce qui est prévu en ce qui concerne la sous-traitance? Est-ce que vous avez abordé cette question au cours de vos travaux? Oui, la sous-traitance a été touchée dans nos échanges et des mesures également ont été proposées dans nos conclusions. Les Gabonais se plaignent beaucoup que la sous-traitance n'est pas suffisamment gabonisée, par exemple.
que la sous-traitance est beaucoup dans beaucoup de secteurs et beaucoup attribuée aux étrangers, etc. Donc, des propositions ont été faites ont été faites d'aller plus dans le sens de la préférence nationale pour certains secteurs d'activité en ce qui concerne la sous-traitance. Donc, dans les échanges, il avait même été proposé que dans certains secteurs, on supprime la sous-traitance. Voilà, donc on a réfléchi selon les secteurs, les uns et les autres ont dit non, dans tel secteur, vous ne pouvez pas supprimer la sous-traitance parce qu'il y a des entreprises, elles ont besoin des sous-traitants, etc. Mais d'autres réagissaient en disant alors il faut gaboniser la sous-traitance. Hein? D'autres vont dire si vous voulez gaboniser la sous-traitance, il faut trouver la compétence locale, etc., etc. Voilà, il y a eu aussi la question des contrats. Les CDD, les CDI, etc. Donc on a touché cet aspect-là. Voilà, mais la sous-traitance a été touchée. Il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens qui ont été adoptées. Mais comment expliquer? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème sur, on va dire, la rédaction des contrats dans les entreprises. Mhm. Surtout l'emploi des nationaux dans ces entreprises. On voit bien qu'on vous utilise selon le code du travail. Après, je pense, la phase d'essai, vous devez être embauché, comme on dit, l'expression la plus courante. Mais malheureusement, on vous utilise en 3 mois, renouvelable, ainsi de suite, pour éviter, on va dire, pour ne pas être sous le coup de la loi. Ça a été une grosse réclamation des Gabonais. Quand on regarde les contributions, le point des contrats, l'abus des CDD, etc., il a été pointé du doigt, ça c'est clair. Et donc on en a parlé, on a examiné ça de près. Et concernant le renouvellement à l'infini des CDD, on a fait une proposition concrète là-dessus et elle sera clairement annoncée. Euh, Concernant les CDI, on a proposé de revoir justement la signature des CDI, que ce soit aux étrangers, mais en tout cas la préférence nationale a été mise à l'honneur. Ça c'est clair. Ça a été la conclusion de nos échanges. Un Gabonais en CDD, on ne doit pas abuser de son statut d'employé en CDD et doit être embauché automatiquement quand la période d'essai est terminée. Donc on a mis en place des mécanismes pour verrouiller ça. Hein. Ça veut dire que ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, renforcer la force des inspecteurs du travail. Hein. Oui, bien sûr. Justement, l'abus est dû à quoi? L'abus est dû au fait que manque de contrôle, on n'est pas assez regardant. Et justement, c'est le rôle vraiment des inspecteurs du travail de veiller à ce qu'il n'y ait plus ces abus-là au sein des entreprises, que ce soit les CDD, que ce soit les stagiaires, que ce soit voilà. Donc c'est leur rôle de contrôler tout ça. Donc si les contrôles sont renforcés, si la rigueur de l'application de la loi est au rendez-vous, eh bien on aura moins, ça disparaîtra de notre pays. Qu'en est-il de l'expérience professionnelle exigée on va dire, Aux jeunes demandeurs aux jeunes d'emploi demandeurs? pour un premier emploi et on leur demande d'avoir une certaine expérience professionnelle. Oui, ça a été aussi ça a été mis en lumière et très demandé de regarder ça. Alors, euh, d'entrée sur cette question, on a proposé l'accompagnement des enfants, des étudiants euh, dès, dès qu'ils commencent leur formation. Il existe aujourd'hui, on a proposé de mettre en place des systèmes d'alternance, d'encadrement des enfants dans les formations professionnelles. Tout à l'heure, je disais, un enfant, il fait sa formation, il est diplômé et après on le balance sur le marché du travail, il doit se débrouiller. Mais en fait, depuis qu'il commence sa formation jusqu'à la sortie, il doit être accompagné. Et on s'est rendu compte qu'il existe déjà des dispositions dans ce sens-là dans le Code du travail, mais elles ne sont pas appliquées. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, un jeune peut rentrer dans un établissement, dans un centre de formation et être dans un système d'alternance avec une entreprise, d'accord? Et il suit sa formation tout en étant en même temps en entreprise. Aujourd'hui, c'est un aspect qui existe, mais qui est difficilement mis en place parce que on n'a pas suffisamment renforcé ce partenariat entre les centres de formation et les entreprises. Donc, on a proposé justement des mécanismes, des possibilités de créer des synergies
entre les entreprises et les centres de formation. Dans les stages d'immersion. Dans les stages d'immersion, justement. Donc, il existe, c'est vrai, des dispositions déjà dans le Code du travail, mais vous savez, c'est culturel. Quelqu'un, un beau matin, va faire passer un texte, on va venir l'annoncer vite fait, mais personne ne va vraiment en tenir compte parce que c'est pas culturel que les enfants soient en immersion d'entrée quand ils commencent leur formation dans notre pays. Dans notre pays, c'est tu vas à l'école, tu apprends la théorie et puis quand tu as fini, tu sors et puis tu dois te débrouiller pour trouver ton travail avec ton CV. Alors qu'aujourd'hui, quand par exemple un centre de formation est mis en place, comme ceux qui existent déjà, ils doivent déjà avoir tout un carnet d'entreprises avec qui ils travaillent, de manière à ce que quand ils prennent les enfants en début d'année, automatiquement ces enfants sont envoyés en entreprise tout de suite. Ils n'aient même pas eux-mêmes à chercher le stage en entreprise. C'est l'école qui doit le leur proposer automatiquement. Mais là, vous parlez de centres de formation. Qu'en est-il de ceux-là qui sont dans le système général? C'est pareil pour toutes les écoles. Une école, moi je suis propriétaire d'une école. Et moi, j'ai de moi-même contacté des entreprises. J'ai de moi-même contacté des entreprises en leur disant, écoute, j'ai des enfants qui sont en licence ici et je voudrais que tu les prennes en stage. On a beaucoup de nos étudiants qui sont sortis de notre école. C'est nous qui leur avons proposé le stage. C'est pas eux qui l'ont trouvé. Parce qu'on a passé un coup de fil et puis, envoie-le, je le prends. Et puis, on demande, assure-lui un taxi au moins de 30-40 000 par mois pour son taxi. Et puis, voilà. Mais c'est le rôle de l'école de créer ce pont-là, cette synergie avec les entreprises. Malheureusement, beaucoup d'écoles ne le font pas. Elles se contentent de prendre les enfants, elles les forment et après, les enfants doivent se débrouiller eux-mêmes. Le stage même doit être rendu obligatoire dans le cursus de formation de l'enfant. Et on ne devrait pas attendre la 3e année pour envoyer un enfant en stage. Dès la 1re année, on devrait l'envoyer en stage de manière à ce qu'il ait une expérience le plus tôt possible. Docteur Luc Condias Souna, l'émission tire à sa fin. Certainement, quelques questions que nous n'avons peut-être pas touchées dans votre sous-commission. Je pense que vous avez fait le tour, mais on a parlé du crédit pour l'accès pour le financement sur le volet auto-emploi. Sur le volet auto-emploi, je veux vraiment insister sur la culture entrepreneuriale. Vous savez, on sort de dizaines d'années où on nous a habitués à aller à la fonction publique, etc. Quand vous voyez les 180 000 dossiers qu'il y a qui sont pendants en ce moment à la fonction publique, ça vous annonce la couleur en fait. Pour beaucoup, il faut rentrer à la fonction publique et une grosse partie de ces dossiers, c'est des enfants qui ont même pas le CEP. Et ça va être compliqué en fait. Et sur le volet auto-emploi, si on veut que les enfants s'intéressent à l'entrepreneuriat, commencent à créer des commerces, etc., l'État a sa responsabilité d'améliorer le cadre des affaires, de trouver des moyens de débloquer les financements pour accompagner les enfants. Et d'autre part, nous, Gabonais, on doit encourager la culture entrepreneuriale. Par exemple, une des propositions que l'on a faites, qui a été adoptée, c'est de vulgariser ou encore de faire la promotion des champions nationaux, des modèles de réussite. Vous savez, les gens croient ce qu'ils voient. Vous ne pouvez pas parler auto-emploi tout le temps dans les médias, partout, organiser des événements en disant oui, allez entreprendre, mais on ne voit pas ceux qui réussissent dans les affaires. Il faut que ceux qui réussissent, vraiment, on les mette en avant. Et puis, quand on les a mis en avant, qu'on les laisse tranquilles. Au contraire, qu'on les soutienne et qu'on ne vienne pas leur créer des problèmes. Parce que vous savez, dans notre culture, quand on voit quelqu'un qui réussit, on veut tout de suite maintenant un peu la mentalité du crabe, là. On veut le tirer vers le bas parce qu'on n'est pas content qu'il réussisse, etc. Ou on va lui prêter des intentions. Non, il faut qu'on fasse comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en Europe. Quand on a des Gabonais qui réussissent bien, qui font des choses, il faut les valoriser. Il faut, par exemple, que quand le chef de l'État se déplace, il se déplace avec des entrepreneurs. On le voit ailleurs. Comme on le voit ailleurs. La classe d'affaires nationale. La classe d'affaires nationale, qui n'est pas toujours les mêmes têtes. Parfois, quand les autorités se déplacent, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Ceux qui ont déjà très bien réussi, on les connaît. Donc, on n'a pas besoin de les mettre en avant, c'est qu'ils ont déjà réussi. Mais il y a des jeunes dans certains domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'agriculture. On a des jeunes Gabonais qui font vraiment de belles choses et ça peut être vraiment intéressant de les mettre en avant pour valoriser l'entrepreneuriat national. Merci.
Merci beaucoup. Responsabilité de l'État dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et responsabilité individuelle pour mieux entreprendre. C'est ainsi que s'achève ce plateau spécial. Nous recevions Dr Luc Ondias Souna. Il est commissaire à la sous-commission emploi, et sous-commission emploi qui dépend de la grande commission, la commission économie. Ainsi se referme donc cette émission spéciale en direct du studio mobile d'Angonje. Je suis Achille Monda Moussoti, accompagné d'Anita Jordana Tsumba. Merci à toute l'équipe technique du studio mobile. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de liker notre page Facebook. Mesdames, Messieurs, à bientôt.